Internationaux et nos officiels nationaux, merci d'avoir participé à ce forum et de faire de ce forum une réalité et une réussite. Merci pour vos apports. Alors, avec l'intervention des officiels internationaux, nous avons compris que ce genre de forum est un cadre pour nous aider à développer des contenus locaux et les adapter à nos réalités. Donc, c'est ce que nous allons nous efforcer de faire. Aujourd'hui, je veux dire, dans ce deuxième panel, nous allons adresser le thème de penser une révolution numérique au féminin. Alors, la vie en ligne, tout comme la vie hors ligne, a des lois, a des participants, et la femme ne peut pas demeurer en reste. S'il est vrai que depuis longtemps, la femme africaine a été le pilier des agents économiques très dynamiques, il est vrai aussi que dans le monde entier, elles effectuent la majorité des activités agricoles, détiennent l'ensemble des entreprises et représentent dans certains pays jusqu'à 70% des employés. Et cela est relevé dans une étude menée par la Banque africaine de développement en 2015. Alors, il y a un adage qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors, si ce constat est une réalité, alors la femme ne doit pas demeurer en reste quand on parle du numérique. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du genre dans la révolution numérique. Et pour aborder ce thème, nous avons trois éminentes participantes qui ont fait leur chemin sur le plan de la vie en ligne. La première participante que je vais vous présenter aujourd'hui est Madame Christelle Assiro. Elle est présidente de société ICETINA, spécialisée dans le marketing, la communication et la formation. Depuis 2002, Madame Assiro est pionnière agissant pour l'appropriation des TIC, l'Internet, les logiciels libres en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Elle a fait de l'inclusion numérique des personnes vulnérables et les femmes en particulier son cheval de bataille ces 12 dernières années. Car pour elle, elle est convaincue que le numérique est une opportunité de développement et d'autonomisation des femmes. Donc, merci à Madame Christelle Assiro d'avoir accepté d'être des nôtres. J'espère qu'elle est là, Madame Assiro. Est-ce que Madame Assiro est là? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci beaucoup, Madame, d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin. Oui. Alors, notre deuxième participante est Madame Diop Maïmouna. Elle est membre du Board of Trustees Internet Society, et ce, depuis août 2020. Et pour en arriver là, il faut se rendre compte que Madame Diop a fait du chemin sur le plan, sur la promotion du numérique, et bien dans son pays, aussi bien dans son pays que sur le plan international. Madame Diop est responsable des relations publiques à Sonatel, la plus grande société télécom au Sénégal. Et elle a aussi été directrice des TIC au ministère
d'éthique du Sénégal. Donc, Madame Diop, merci d'avoir participé à ce panel. Est-ce qu'elle est là, Madame Diop? Elle n'est pas encore connectée. D'accord. Nous allons passer à notre troisième intervenante qui est Madame Rebenaf Badamassi. Madame Rebenaf est représentante ISOC au Bénin. Elle s'est fait aussi remarquer sur le plan international par ses engagements sur la promotion du digital, aussi bien dans son pays que sur le plan international. Alors, merci Madame Rebenaf d'avoir accepté de participer à ce panel. Donc, puisque nos intervenants ont été présentés, nous allons entrer dans le vif du sujet et demander qu'est-ce que vous pensez quand on parle de révolution numérique au féminin. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Alors, nous allons procéder comme suite. Les questions seront posées à tous les panélistes en même temps. Vous allez intervenir et si vous voyez qu'un des panélistes a abordé un aspect, alors vous comprenez que vous ne devez pas revenir sur cet aspect pour que nous puissions avancer et avoir plus d'avis sur les questions que nous posons. Alors, la première question, nous allons commencer par Madame Christelle Assirou. Qu'entendez-vous par révolution numérique au féminin? Merci. Bonjour à tous. Merci encore pour cette opportunité que vous me donnez de prendre part à ce panel. Alors, la révolution numérique au féminin, pour nous, elle est tout simple. Nous sommes environ 7 milliards d'habitants sur la planète. Il est juste question pour nous de prendre en compte toutes les intelligences. Il est juste question pour nous de permettre pour un secteur qui est identifié comme à dominance masculine, un secteur de prédilection pour les hommes, mais un secteur qui a un impact grand sur l'ensemble de la communauté, sur le développement de la planète. Il est juste question de prendre en compte aussi bien les intelligences féminines que les intelligences masculines. Pour que les solutions que propose le numérique en termes de révolution, en termes de développement, puissent tout simplement prendre en compte les intelligences de tous les êtres humains. Voilà, c'est tout simple pour nous. C'est ce que nous entendons par révolution au féminin, c'est-à-dire permettre que les femmes soient associées à tout ce développement, à toutes ces recherches de solutions de tous les secteurs d'activité, aussi bien dans la santé, dans les technologies même, dans l'éducation, donc voilà, il est juste question de ça. Voilà un peu ce que nous entendons par révolution au féminin. C'est juste permettre la participation ou juste faciliter ou encourager la participation des femmes dans tout ce qui se fait aujourd'hui comme recherche, comme développement, comme appui des technologies au développement du genre humain, au développement de la société. Voilà, merci. Merci, Mme Christelle Assirou. Alors, nous allons passer la parole à Mme Diop, à Mme Rebenef. Si elle est là, oui. Oui, je suis Madame là. Est-ce que vous me Badamassi? recevez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous reçois. OK, bonsoir à tous. Je voudrais juste dire que mon prénom a été un tout petit peu écorché. C'est Raïhanat plutôt. Raïhanat. Raïhanat. C'est ça, exactement. Toutes nos excuses pour ça. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Raïhanat. Oui, c'est le H qui doit remplacer les 3 lettres B, A, I qui ont été mis là. C'est bon. Et ça peut aller.
Ok. H-A, Raï Hanat. Merci beaucoup. Bon, ceci dit, c'est pas grave, hein, ça va. Merci à tous pour cette opportunité que la Côte d'Ivoire, le Forum de la gouvernance de la Côte d'Ivoire nous offre pour participer à ce panel. En termes de révolution numérique au féminin, qu'est-ce que j'entends par là? C'est plutôt l'implication des femmes dans cette grande révolution, dans cette évolution digitale, mondiale, globale, terrestre carrément, que je dirais, qui avance à grands pas. Quelle est l'implication de la femme dans cette révolution-là aujourd'hui? Puisque toutes les facettes de notre vie aujourd'hui, y compris les plus intimes, sont désormais concernées par la révolution numérique. Et donc, la femme a pleinement sa part, puisque on est constitué d'hommes et de femmes sur la Terre. Donc, la femme a pleinement sa part à prendre dans cette révolution-là. Et comment est-ce que la femme prend sa part dans cette révolution numérique? Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette première question. Merci. OK. Merci beaucoup, Raï Hanef. C'est vraiment, comme vous le dites, vous nous faites aller de l'avant, et ce qui nous amène vers la deuxième question, pour vous demander, est-ce que vous pensez que cette révolution numérique au féminin existe déjà en Afrique? Et si oui, quelles sont ses implications? Alors, on va y aller avec Madame Badamassi. Vous allez continuer comme vous avez ouvert la brèche. OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut avouer que la révolution numérique ne s'écrit pas encore au féminin en Afrique. Bon, je suis sûre qu'il y a des pensées qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais il faut le reconnaître, la révolution numérique ne s'écrit pas encore au féminin en Afrique. Par contre, il faut le reconnaître cependant, cette révolution a déjà foulé le sol africain, oui, oui. Et par rapport à ça, donner des exemples, je peux commencer par donner un exemple simple. Le ministère du numérique et de la digitalisation de mon pays, le Bénin, est bien dirigé par une femme, Adam Soule Zoumarou. Et en dehors de ça, c'est pareil au Burkina Faso, c'est Adia Fatima Tassanon qui dirige le ministère du développement de l'économie numérique et des postes. Donc, vous imaginez que toute l'architecture numérique, toutes les réflexions se passent à ces niveaux-là. Ce sont des femmes qui dirigent ces institutions-là. Donc, il faut reconnaître que oui, la révolution numérique a bien foulé, a déjà foulé le sol africain. En dehors de cette grande dame-là, il y a d'autres. Il faut reconnaître, par exemple, il y a Aïda Ndiaye du Sénégal, qui est, par exemple, Public Policy Manager au sein de Facebook. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est grand. Et en matière de numérique, on parle de Facebook aujourd'hui, il faut reconnaître que ça fait partie de l'un des outils que nous utilisons quand même pour développer cette partie-là. Et il y a bien d'autres dames aussi, hein, je ne vais pas toutes les citer, qui ont aussi été mises sous les projecteurs lors de la première édition africaine de la journée de la femme digitale l'année dernière, le 13 juin 2019 à Dakar. Donc, je peux répondre oui, pas l'affirmative, mais cependant, il reste encore beaucoup à faire. OK. Alors c'est moi, c'est Christelle Assirou. Oui. Je veux poursuivre un peu dans le même temps. D'accord. Effectivement, est-ce que la révolution numérique se conjugue au féminin en Afrique? Oui. On va dire non, pas encore. Pas encore. Les femmes sont de plus en plus impliquées. On peut le reconnaître. Et au plus haut niveau, comme elle a dit tout à l'heure. Mais le plus haut niveau ne suffit pas. Parce que cette révolution-là, il faut qu'il y ait des acteurs. Et il faut que ces acteurs-là soient représentés et reconnus à différentes échelles. Et donc, on va dire que pour le niveau décisionnel, effectivement, en tout cas en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone, on a quand même, c'est assez impressionnant qu'on ait des ministères des TIC qui soient tenus par des femmes. Et même au Cameroun aussi, je crois. En plus, en Afrique centrale. C'est vraiment, pour l'Afrique francophone, c'est impressionnant. Mais cela n'a pas encore eu l'impact et l'effet au niveau des acteurs capables
acter cette transformation numérique-là. Et vous avez au niveau, quand je parle d'acteurs, au niveau des créateurs de solutions. Voilà, parce que vous avez les femmes qui sont beaucoup consommatrices. Vous les avez en termes d'utilisatrices, mais sur des outils de tous les jours, comme les réseaux sociaux. Là, vous avez un maximum de femmes qui se disputent justement le leadership en termes d'usagers, aussi bien avec les hommes. Mais au niveau des acteurs, des créateurs de contenu, des créateurs de solutions, là, vous avez très peu de femmes, des femmes développeurs. Là, on a en moyenne, on va dire peut-être on est autour entre 5 et 10% de femmes qui sont vraiment tenantes de ces positions-là. Vous avez, par exemple, au niveau des créateurs de solutions, au niveau des entrepreneurs, voilà, je voulais en venir, au niveau des entrepreneurs. Vous savez, les métiers du digital sont assez importants. Et au niveau de la formation même, les orientations académiques, les choix académiques pour faire les études dans ce secteur, vous avez très peu de femmes. Vous avez sur une classe de, je veux dire, de 10 personnes en formation pointue dans le numérique, que ce soit en administration système, que ce soit en développement web, que ce soit en sécurité informatique, etc., vous allez avoir des taux moyens de 10% de présence féminine. Si vous allez encore à l'échelle des positions au niveau du travail, des carrières professionnelles, à la fin, les femmes s'orientent plutôt vers, comment on va dire ça, vers les métiers de management, les métiers d'encadrement, mais très peu rentrent vraiment dans le cœur même des systèmes. Après, vous avez les femmes entrepreneurs. Alors, nous sommes dans la périphérique du numérique. Vous avez en marketing, vous les retrouverez en marketing web, vous les retrouverez en e-commerce, vous les retrouverez, voilà, tout autour en gestion de projet dans la périphérique. Mais dans le cœur, ça reste la chasse gardée quand même masculine, il faut le reconnaître. Donc, comment est-ce que cette révolution numérique au féminin, est-ce qu'elle se conjugue vraiment en Afrique? En conclusion, on peut dire pas encore. Pas encore, pas suffisamment. C'est-à-dire que l'intelligence féminine n'a pas encore suffisamment d'impact sur cette révolution numérique-là qui est en train de se passer. Voilà, merci. OK. Merci, Madame Assirou. Ce qui nous amène à la question suivante. C'est-à-dire que vous avez dit que c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais il y a toujours quelque chose qui reste à faire. Et dans ce cas, on a vu que déjà dans pas mal de pays, des femmes occupent des postes de responsabilité sur ce plan-là. Et vous dites que c'est vrai qu'il y a eu ces avancées, mais il faut qu'on en ait plus. Maintenant, moi, j'aimerais que vous vous prononciez un peu sur, ne restons pas sur les hauts niveaux. Est-ce qu'on peut en dire autant pour les femmes qui ne sont pas placées dans le haut niveau? Est-ce qu'elles ont été atteintes par cette révolution numérique-là? C'est ce que... Allô? Oui, allô? Oui, alors c'est Madame Assirou. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en termes de révolution numérique, les femmes sont présentes, mais très peu. Voilà, c'est juste le constat qui est fait. Elles sont présentes. On a, tout à l'heure, elle a parlé du haut niveau. Effectivement, quand on descend à l'échelle, et j'ai essayé de donner des chiffres dans différents secteurs, les femmes entrepreneurs dans le numérique, les femmes qui font les études informatiques, des sciences informatiques, les femmes qui font sciences informatiques, que ce soit le développement web, que ce soit l'administration système, que ce soit la sécurité, que ce soit toutes sortes de filières dans les technologies, les femmes qui font, il y en a très peu. On peut peut-être essayer d'en citer moi comme ça, pêle-mêle. Quand je vois les femmes entrepreneurs, je pense à celles qui se sont engagées déjà dans les technologies du futur, dit-on, les technologies disruptives comme l'intelligence artificielle. En Côte d'Ivoire, vous avez, je crois, Fatim Cissé,
qui est appelée la femme robotique en griffe, voilà, qui fait dans l'intelligence artificielle. Vous avez Charlotte Nguessan au Ghana qui a son entreprise base qui fait des choses. Vous avez moi-même engagé sur la partie de tout ce qui est service DNS. Vous avez d'autres personnes, celle qui a fait l'application, son nom m'échappe, en Côte d'Ivoire, celle qui a fait l'application d'alphabétisation numérique avec son application Lucie. Donc, il y a des femmes qui existent, il y a des femmes qui font des choses. Mais si on prend l'ensemble des besoins et si on veut quantifier cette révolution, on va se rendre compte que nous sommes très peu représentés. Voilà, c'est ce qui est dit. Nous sommes très peu représentés. Et des efforts sont faits par les États, par les associations, par les entreprises, même au niveau de l'embauche. Les gens essaient à chaque fois de mettre des taux pour dire candidature féminine encouragée pour les métiers du numérique. Mais même nous, au niveau de l'ONG Femmes et TIC, quand on a des formations, on a par exemple des capacités d'accueil des formations. Je dis n'importe quoi. Tout à l'heure, il y a un des internautes qui nous suit, Olivier Kouami, qui a dit qu'il faut encourager les initiatives comme Women DNS Academy, qui existe au Bénin et qui a été promue par notre ami. Mais que nous avons répété en Côte d'Ivoire. Mais quand nous avons lancé l'appel à candidature pour cette formation, qui est de capacité de 25 places, mais on a eu du mal à couvrir les 25 places. C'est-à-dire, en tout, vous avez à peu près la moitié de femmes qui répondent. Après, vous devez chercher, vous devez demander, mais viens, il y a une formation, ça peut être intéressant pour toi. Vous voyez, les femmes n'ont pas cette spontanéité. Quelquefois parce qu'elles ne comprennent pas le sujet. Quelquefois parce qu'elles n'ont pas l'intérêt. Si elles n'ont pas fait d'études dedans, elles ne comprennent pas. Donc, il faut aller sur des applicatifs, sur des usages d'abord avec elles. En tout cas, pour celles qui n'ont pas l'instruction académique. Et puis après, petit à petit, développer les compétences. Voilà. Donc, et quand vous développez les compétences, elles ne sont encore positionnées qu'en termes d'usagers, qu'en termes d'utilisateurs. Elles ne sont pas encore des actrices qui vont proposer des solutions vraiment. Vous voyez? Donc, oui. C'est un peu à ce niveau-là qu'on est. D'accord. Est-ce que ce que vous venez de relever comme problème, est-ce que ce n'est pas un problème de communication plutôt? Si vous permettez. Oui, je veux laisser l'autre, j'ai trop parlé. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Madame Assirou. Je voudrais... Oui. Oui, je voudrais dire qu'il est important de reconnaître que oui, c'est vrai, quand on parle aujourd'hui du haut niveau, on a certaines qui sont là-bas et il y a quand même des femmes qui sont représentatives au niveau de cet écosystème numérique-là et que quand on descend plus, il y en a de moins en moins. Mais il faut que nous soyons d'accord. Les emplois numériques ou l'écosystème numérique ne se limitent pas à des postes hyper techniques réservés à des ingénieurs. En fait, tout le débat commence par là. C'est justement ça. On a masculinisé le numérique au point où les femmes ont l'impression que ce n'est pas de leur domaine. Il faut qu'on commence par expliquer aux femmes qu'il y a d'autres possibilités. Il y a le community manager, il y a responsable de l'e-marketing. Il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent constamment et s'apprennent sur le terrain et sont enseignés dans quelques écoles, oui, et plus souvent s'inventent au jour le jour au gré de notre besoin. C'est vrai qu'au niveau de la technique, oui, il y a des femmes, mais qu'elles ne s'intéressent pas. Mais si nous devons descendre, par exemple, aux femmes moins alphabétisées ou celles qui ne sont pas du tout, celles qui seront totalement analphabètes, c'est qu'il faut leur montrer l'importance du numérique dans leur quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure. Toutes les facettes de notre vie, y compris les plus intimes. Exprès, j'ai précisé ça, les plus intimes. Aujourd'hui, avant, nos mères, quand elles ont des conflits entre copines, entre épouses, les bagarres se font dans la rue. Et si tu étais là, tu participes, tu découvres. Mais aujourd'hui, tu n'es pas là. Mais après, tu le vis sur Internet. Ça veut dire que toute notre vie est exposée. Et encore plus celle de la femme. Donc, la femme doit être impliquée au cœur du numérique. Ça, il faut le reconnaître. Et si on commence par montrer que ce monde n'est pas que numérique et qu'il y a des possibilités aussi pour les femmes, celles qui n'ont pas les potentialités ou les capacités ou les aptitudes techniques vont rejoindre. Et ça va davantage renforcer et accompagner celles qui sont déjà techniques et les motiver, elles aussi, à se rendre compte que si moi, j'ai fait de la formation technique, si moi, j'ai fait de la formation technique informaticienne ou réseau et que
je m'intéresse moins à la chose et je vois une amie un peu comme moi, juriste ou administrative, qui est là tout le temps, je pense que je vais réfléchir par deux fois. Mais le monde est tellement masculinisé aujourd'hui, le monde numérique en tout cas, qui font que les femmes sont en retrait. Ce n'est pas le seul facteur, il y en a bien d'autres. Il y a le facteur de nos sociétés, nos réalités culturelles qui jouent aussi contre cette intégration-là, cette inclusion de la femme dans cette révolution numérique. Mais il est très important de reconnaître qu'il y a des femmes qui font beaucoup d'efforts. Il faut le reconnaître. En Afrique, les femmes sont championnes en entrepreneuriat. Et selon une étude du cabinet Roland Berger, les Africaines sont 24% à être impliquées dans la création d'entreprises, contre seulement 6% en Europe et en Asie centrale. Ça, c'est à féliciter et à encourager davantage. Exemple, dans l'agriculture, il y a le Green Village Hub, un ensemble de solutions Green Tech créé au Tchad par, comment elle s'appelle, Safia Mahamat Youssouf. Pareil pour la médecine, l'étudiant de 22 ans, Nafissatou Diouf, qui a développé un start-up, une plateforme qui est connectée à un carnet de santé, en fait. Ça s'appelle Scène Vitale. Et grâce à un code barre intégré à un pendentif ou à un bracelet, on a toutes vos informations médicales. Ça vous sauve la vie. Il faut reconnaître que quand même les efforts sont faits. Il reste beaucoup à faire, mais ce qui est déjà sur le terrain n'est pas négligeable. Si on peut s'accrocher à ça, on fera davantage mieux. On a besoin d'accompagnement, de politique dans ce sens. Oui, plus de femmes, on propose que les postes plus de femmes, mais je pense que c'est plutôt au niveau de l'éducation, de la mentalité même que le travail doit se faire en fait. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Madame Assi, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on vient de me dire que Madame Diop s'est connectée. Bonjour Madame Diop et soyez la bienvenue. Merci d'être parmi nous. Madame Diop? Oui, bonjour. Alors, nous avons dû commencer et vous êtes en plein dans le mille. Nous sommes en train de parler nous posons la question si l'Afrique vit pleinement la révolution numérique au féminin. Donc, on aimerait avoir votre avis sur ce sujet-là. Oui, bonjour tout le monde et encore une fois, merci à FGI Côte d'Ivoire d'avoir bien voulu m'inviter à cette rencontre. Et je présente encore toutes mes excuses, mais comme je vous l'ai dit hier, j'avais une autre réunion qui était programmée à 10 h et je n'ai pas pu me libérer à temps pour être avec vous, mais je tenais vraiment à être avec vous dans ce panel dédié aux femmes. Donc, je me présente, je suis Maïmouna Diop, je suis actuellement conseiller technique numéro 1 de Madame le ministre en charge de l'économie numérique au Sénégal. J'ai un background d'ingénieur en informatique et en télécom et j'ai été jusqu'à récemment présidente de ISOC Internet Society Sénégal. Et voilà, je suis dans l'écosystème du numérique, on va dire, comme une facilitatrice. Et j'essaie, au fait, d'aider mes compatriotes et d'autres personnes à se mouvoir dans cet écosystème-là, parce que chacun a sa place. Donc, je voudrais vraiment vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'être avec vous et remercier aussi tous les chapitres, parce que grâce aux chapitres, j'ai pu, depuis le mois d'août dernier, rejoindre le Board of Trustees, donc le conseil d'administration. Donc, encore une fois, merci à tout le monde et je suis ravie d'être là. Je suis aussi point focal gouvernance de l'Internet au Sénégal, donc j'organise presque chaque année le forum sur la gouvernance de l'Internet au Sénégal avec le chapitre ISOC, mais aussi les autres, etc. Donc, sur le panel, je n'ai pas suivi le début, mais j'ai un peu vu un peu les discussions que j'ai prises au cours. C'est la difficulté aujourd'hui qu'ont les femmes et les jeunes filles
être dans cet écosystème-là, à se mouvoir et surtout à avoir les premières loges. Mais c'est pour dire que c'est juste que c'est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si c'est le cas des autres pays, mais au Sénégal, là, je sors d'une réunion, il n'y avait que des femmes, il n'y avait que 2 hommes. Donc, pour dire, toutes les structures étaient représentées par des femmes. Il y avait que 2 hommes. Donc, quand même, eux, quand ils sont venus, ils étaient un peu surpris en disant, waouh, c'est une réunion de femmes. Je dis non, c'est une réunion de l'écosystème. Donc, pour dire qu'au Sénégal, quand même, il y a une vraie dynamique d'accompagnement des jeunes. D'accord. L'État du Sénégal, vous savez, a la loi sur la parité qui aide aussi à mettre autant d'hommes que de femmes quand c'est possible. Il y a aussi des programmes spécifiques dédiés aux femmes dans le cadre de l'accompagnement. On a la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui, rien que cette année, a donné presque 2 milliards de financement à plus de 200 startups. Et il y a un programme spécifique parce que quand le président de la République a mis en place la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, il a rajouté les jeunes et les femmes. Donc, c'est DER/JF. Donc, c'est vraiment un focus sur les jeunes et les femmes. Donc, il faut que cette volonté politique-là se manifeste pour que les femmes puissent avoir accès aux sources de financement. Les femmes puissent avoir accès à l'accompagnement, à l'entrepreneuriat. Les femmes puissent avoir accès à des plateformes, à des marchés. Donc, il y a un accompagnement qu'il faut faire derrière pour que cette révolution du numérique soit féminine. Elle est en train de devenir, de toute façon, les femmes aujourd'hui dans le monde ont un leadership de plus en plus manifeste. Et ça va pas se tasser. Je pense que ça va continuer. Mais c'est aussi beaucoup de travail. Je pense que c'est aussi beaucoup de solidarité entre femmes, ce qui nous a manqué, peut-être nous, notre génération. On n'avait pas beaucoup de femmes qui nous aidaient, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a beaucoup de mentors qui sont des femmes, beaucoup de gens comme moi qui sont prêts à partager, et comme moi, Christelle ou Ray Banata, qui sont prêtes à partager ce qu'elles ont vécu avec les plus jeunes et aussi aider, même à un niveau lycée, parce que par exemple, à ISOC, ce qu'on fait chaque année, on organise avec les lycées de jeunes filles et un lycée de jeunes filles à Dakar où on choisit ce lycée-là et où on amène d'autres jeunes filles des autres lycées et on leur explique pourquoi elles doivent, en fonction de la thématique, par exemple sur la sécurité, sur les réseaux sociaux, sur d'autres thématiques, mais aussi on les pousse à continuer leurs études dans les séries scientifiques et à continuer à s'accrocher parce que ce n'est pas un milieu qui est réservé aux hommes. Il y a aussi dans la famille où on peut aider. Moi, j'essaie d'éduquer mes enfants comme j'ai été éduquée. Je ne fais pas de différence entre ma fille et mon fils parce que je ne connais pas ça. Mes parents ne m'ont éduqué pareil. Les garçons et les filles faisaient la même chose chez moi. Donc, il y a aussi ça, que c'est notre rôle aussi en tant que femme, en tant que modèle de société, parce que c'est nous qui éduquons, d'éduquer les hommes à se dire, écoutez, on peut faire les mêmes choses que les filles, mais aussi les filles à avoir confiance en elles et à se dire, on peut le faire, on a les capacités, on a la même tête, on a le même cerveau, on a les mêmes capacités, donc on peut faire ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. En attendant, s'il y a d'autres questions. Merci. Oui. Merci beaucoup, Mme Diop, pour cette intervention. Et déjà, on a appris que, à travers vos différentes interventions, c'est que c'est vrai que cette révolution numérique au féminin est sur la voie, mais on a plus besoin d'accompagnement, c'est-à-dire l'accompagnement des gouvernements et puis un travail de solidarité entre nous-mêmes, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont sur le terrain, et aussi le mentoring. Vous avez relevé le mentoring, et aussi au sein même de nos familles. Alors, vous êtes activiste, vous êtes sur le terrain et vous avez, j'imagine que vous avez déjà impacté certaines personnes de vos sociétés. Alors, aujourd'hui, maintenant, nous allons aborder le sujet des secteurs d'activité affectés par la révolution numérique. Est-ce qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont plus affectés que d'autres? Et lesquels? Donc, je vais passer la parole à Mme Assirou.
Oui, Madame oui, je suis là. Vous m'entendez? D'accord. Oui, je vous entends très bien. D'accord, ok. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus impactés par la révolution numérique que d'autres? Moi, je dirais que tous les secteurs sont touchés. Tous les secteurs sont touchés. Les secteurs qui sont les plus sensibles, ce sont les secteurs qui, on va dire, qui touchent directement à la vie de l'homme. Peut-être pour emprunter l'expression de Rebanat tout à l'heure, les secteurs qui ont un côté intime. Donc, vous avez le secteur de la santé qui est impacté avec le développement de la médecine. Vous avez le secteur du commerce qui est fortement impacté parce qu'on en a eu même l'expérience et la preuve avec la crise à coronavirus. Donc, avec le développement du e-commerce, toutes les plateformes. Vous avez les secteurs du management, donc en entreprise, qui ont été fortement impactés parce qu'aujourd'hui, la preuve, nous sommes en train de tenir une réunion en ligne. Donc, il y a eu un boom dans ce secteur-là qui fait qu'aujourd'hui, la forme de collaboration n'est plus forcément physique. On peut collaborer à distance. Vous avez les secteurs de l'agriculture, aujourd'hui, avec des solutions intelligentes qui permettent l'irrigation en fonction des saisons, en fonction des besoins des plantes. Vous avez les secteurs de l'éducation aujourd'hui aussi. Et la crise à coronavirus aussi a permis de faire ressortir justement toutes les solutions impactantes qui existent dans ce secteur-là pour permettre aux enfants de continuer à étudier malgré qu'ils ne soient plus physiquement présents dans les salles de classe. Vous avez tous les secteurs de la vie aujourd'hui sont impactés, à mon avis. Et les secteurs justement qui transforment l'homme sont le plus, parce que là, on le ressent plus aisément. Les secteurs juridiques aujourd'hui, le droit de l'économie numérique aussi s'est développé. La plupart de nos pays conduits par la CEDEAO ont aujourd'hui une législation liée au droit numérique qui existe. Et donc, voilà, tous les secteurs sont impactés en tout cas. Merci. Merci, Madame Assirou. Alors, si Madame Assir voudrait prendre la parole pour réagir sur le sujet. Oui, merci beaucoup. Madame, c'est Raihanat, c'est bien ça, c'est Raihanat? Raihanat, oui. Oui, merci. Non, je pense que Madame Assirou a déjà suffisamment développé la question. Tout à l'heure, toutes les facettes de la vie, aucune facette de la vie n'échappe aujourd'hui au numérique. C'est toutes les facettes de la vie qui prennent un coup par rapport au numérique. Tout se réadapte aujourd'hui au digital et au numérique. Donc, il n'y a pas vraiment de secteur qui est oublié. Au contraire, chaque jour, il y a des travaux, il y a des politiques qui sont en cours pour que justement les secteurs qui sont encore en marge puissent vraiment prendre. Mais tous les secteurs d'activité ont déjà connu la pénétration du numérique et puis il y a il y a des secteurs d'activité qui vont lentement plus que d'autres, mais il n'y a pas encore de secteur d'activité qui n'est pas encore connu la pénétration du numérique. OK. Et le numérique au féminin. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons, Madame Diop, si vous voulez réagir sur la question. Merci beaucoup, Madame Bamba. Donc, comme l'a dit mes prédécesseurs, donc le numérique est transversal. Donc, c'est un appui à l'ensemble des secteurs. Par exemple, dans la stratégie du Sénégal sur le numérique, le Sénégal numérique 2025, on parle de diffusion du numérique dans les autres secteurs de l'activité pour pouvoir accompagner leur développement économique. Donc, le numérique étant transversal, évidemment, il y a un impact sur l'ensemble des acteurs. Et pour les moments qu'on vit aujourd'hui avec cette année de pandémie, c'est plus les santé. On a beaucoup révolutionné le domaine de la santé en mettant le numérique au niveau des centres de traitement des maladies, en mettant le numérique au niveau des hôpitaux, en mettant le numérique au niveau de la communication vers
les populations. On a fait beaucoup de communication digitale pour atteindre le maximum de personnes. Donc, le numérique a démontré son impact sur les autres secteurs de l'économie et notamment de la santé. On a parlé tout à l'heure du commerce, évidemment. Ça a été aussi un fort moment pour le commerce. Et dans ce cadre-là, c'est heureux en tout cas au Sénégal, de noter qu'il y a beaucoup de femmes qui s'activent dans le commerce. Aujourd'hui, les femmes utilisent tous les outils qui sont à leur disposition, notamment les réseaux sociaux, pour créer leur boutique, faire des vendre, etc. Et on a aussi des entrepreneurs avec un E qui font aussi des cours en ligne pour d'autres femmes. Et même, il y en a qui se déploient au Sénégal pour donner des cours d'entrepreneurs en ligne aux femmes dans les langues locales. Je pense que ça aussi, c'est un aspect important qu'il faut qu'on prenne en charge si on veut atteindre le maximum de femmes. En Afrique, malheureusement, la plupart de la population est encore dans l'analphabétisme. Donc, on ne peut pas faire une politique qui a un impact si on n'intéresse pas le besoin particulier de ces gens-là. Donc, soit analphabètes, soit dans des zones reculées où l'Internet n'est pas encore une réalité là-bas. Donc, il y a aussi un travail à faire au niveau de ces territoires-là reculés qui font partie de nos pays, qui font partie de nos vies, qui sont des femmes qui ont le droit, comme nous, on a le droit d'être connectés, et qu'il faut qu'on arrive aussi à connecter, à mettre à leur disposition les moyens de travailler, les moyens d'accéder aux outils, mais aussi au financement. Donc, il y a aussi un aspect sur les langues locales à mettre en place. Il y a beaucoup de dynamique de l'écosystème au niveau des villes. Il reste encore beaucoup à faire au niveau des zones rurales. Et dans les zones rurales aussi, quand on va là-bas, on se rend compte que les femmes qui sont les leaders, elles ont beaucoup d'initiatives, elles font beaucoup de choses et il faut aussi les aider. Donc, le domaine de l'agriculture aussi au Sénégal a eu un impact parce qu'il y a eu beaucoup d'applications de l'IoT, Internet of Things, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la gestion du bétail, etc., qu'on a eu à faire. Donc voilà, pour dire que c'est quand même un domaine qui est transversal et que pour atteindre le maximum de femmes, le maximum d'individus, tout simplement, il faut aussi des politiques d'accès universel et des politiques de soutien à l'entrepreneuriat, de formation, d'accompagnement pour que les gens puissent entreprendre, mais les gens aussi puissent bénéficier de ces outils et les développer. Dans cette période de pandémie aussi, un autre secteur qui est très impacté, c'est le transport. Pendant des moments, les gens avaient peur de prendre des transports en commun, etc. Donc, il y a eu beaucoup de solutions dans le covoiturage, dans beaucoup d'autres domaines pour avoir des transports un peu moins risqués. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là et encore une fois, vous remercier pour cette intervention. Merci. OK. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez évoqué le secteur agricole. Et il y a beaucoup de femmes et le secteur du commerce. Il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui sont dans ces secteurs-là et qui ne sont pas nécessairement éduquées. Hein, il y a des analphabètes, mais qui utilisent le numérique, soit dans le domaine dans lequel elles pratiquent, ou alors dans d'autres domaines. Est-ce qu'il y a des tests qui protègent la femme dans l'utilisation du numérique? Donc, vous pouvez réagir quand vous êtes prête. Raihanat, madame aussi. Raihanat, OK. Oui. Oui, la question des femmes au niveau des secteurs d'activité, oui, on a parlé de l'agriculture. J'ai dit tout à l'heure qu'au niveau de l'entrepreneuriat, voilà, que les femmes africaines sont championnes au niveau de l'entrepreneuriat en utilisant le numérique comme leur premier arme en Afrique. Et il faut reconnaître que même le pourcentage en Afrique par rapport aux femmes qui entreprennent dans le domaine du numérique est plus ou moins, n'est pas très élevé, mais comparativement aux autres continents, on est quand même un tout petit peu en avance.
Et est-ce qu'il y a des tests qui protègent les femmes qui ne sont pas... De façon générale, il y a des tests aujourd'hui qui sont en train d'être adaptés à cette révolution numérique-là. Elle n'est pas encore si concis à la condition des femmes. Mais oui, il y a des tests aujourd'hui qui essaient de canaliser, de protéger ce monde-là totalement virtuel, parce que c'est normal. Une femme qui est totalement analphabète, qui doit, par exemple, gérer ses comptes, je crois avoir déjà lu, je ne sais plus, un article sur Madame Assirou, où elle a dû gérer une dame qui gérait son commerce, mais qui demandait à quelqu'un d'autre de l'aider à gérer sa comptabilité. Et puis ce dernier, il se faisait les poches sur le dos de la dame, il a sucré ça, quoi. Et quand elle s'est rendue compte, le besoin justement de la formation se sent. Et donc, nous revenons à ce que nous disions au départ. La formation et l'accompagnement des femmes dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui touche à toutes les facettes de la vie. On ne cessera jamais de le dire. Donc, il faut forcément éduquer. Et l'éducation, c'est depuis la base, c'est depuis la maison. C'est depuis chacun de chez nous, entre amis, entre collègues, l'éducation sur le numérique. Comment est-ce que, quand je veux utiliser le numérique, je dirais les b.a.-ba que je dois avoir, les notions élémentaires que tout le monde doit avoir aujourd'hui face à cet outil-là qui nous envahit, qui ne nous laisse même pas le temps d'intégrer et qui envahit notre vie. C'est ça, en fait. On n'a même pas le temps de maîtriser telle application, qu'il y a une autre qui est là, qu'il y a une autre qui est disponible. Donc, il y en a tellement. Et il y a une autre. Effectivement. Ouais. Il y en a tellement qu'il faut à un moment donné s'y concis et pouvoir éduquer par rapport à l'essentiel, à l'utile, quitte à ce que chacun puisse y aller de sa manière. Oui, il y a des textes de loi, mais qui ne sont pas encore précis par rapport à la condition des femmes, mais il y a effectivement chaque fois dans l'Afrique, au niveau de l'Afrique et dans toutes les autres planètes, oui, les textes de loi qui sont en train d'être développés au fur et à mesure, mais il faut reconnaître que c'est un tout petit peu difficile en tant que juriste, je le dis, parce que le droit s'appuie sur les faits, sur du concret. Malheureusement, le numérique, il est très virtuel et il s'échappe d'un instant à un autre. Et donc, le travail est là. C'est en cours, mais ce n'est pas encore complètement fait. Voilà ce que je peux dire. Merci. OK. Merci beaucoup, Madame Badamassi. Oui. Est-ce que Madame Assirou voudrait réagir sur la question? Madame Assirou. Madame Diop? Oui, sur les textes, on a effectivement des textes qui protègent pas spécifiquement les femmes, mais qui protègent les données personnelles. Au Sénégal, on a une commission chargée de la protection des données personnelles, qui est d'ailleurs dirigée par une dame et qui fait beaucoup de travail de sensibilisation sur les réseaux sociaux, notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur les publications des gens, sur l'atteinte parfois à la vie privée des gens, mais aussi qui permet de recueillir les plaintes des femmes et qui les encourage à porter plainte en cas de violation de leurs droits sur Internet. On a également des outils au niveau de la gendarmerie. Il y a une section spéciale de la gendarmerie. On est, je le rappelle, dans le cadre de Octobre Cyber. Donc là, on vient d'organiser un atelier sur cela. Et donc, pour protéger, il y a une section de la gendarmerie qui est là pour protéger les femmes. Et quand on est victime d'attaque, on peut s'adresser soit à la CDP, soit à la section de gendarmerie qui font non seulement les enquêtes qu'il faut, mais aussi qui renvoient les documents, le dossier au niveau pénal. Et on a changé, il y a 2 ou 3 ans, le code pénal au Sénégal et on punit, mais vraiment très sévèrement, les violences faites aux femmes au niveau du Sénégal. Donc, quand on parle de violence, c'est des violences généralement, que ce soit au niveau du web, avec tout ce qui est violence verbale, sur ce qui est fait sur les réseaux sociaux, mais aussi les violences physiques faites aux femmes. On est malheureusement dans un monde où la violence est encore très présente et dans les familles, dans la société, dans le monde du travail. Et souvent, c'est les femmes qui payent les pots cassés, comme je dis.
Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'outils et des mécanismes qui nous permettent de défendre nos droits, mais aussi d'avoir des soutiens, parce que c'est très difficile dans certains cas, même de parler de ce qui s'est passé. Donc, on a quand même des soutiens de taille aujourd'hui qui nous permettent de nous exprimer. Donc, les textes sont là. En tout cas, au Sénégal, il y a des textes. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure, les technologies évoluent très vite. Donc, malheureusement, les textes suivent. Donc, les technologies évoluent, mais les textes suivent après. Mais il faut adopter les textes. Donc, on essaye de faire des revues au fur et à mesure que les technologies évoluent. Mais en tout cas, dans le droit pénal au Sénégal, on peut punir ce genre de dérive qui permet de protéger les droits des femmes sur Internet. Merci. Si vous permettez, je voudrais compléter quelque chose. Oui, Madame Assirou. Parce que, oui, non, Madame Badamassi. Oui, Madame Badamassi, oui. Oui, Madame Diop vient de le dire, c'est très important de le préciser. Par exemple, le Bénin fait partie des quelques pays qui ont quand même déjà le code du numérique, mais oui, le code est là. Les textes de loi sont dedans, les articles sont bien montés, les commissions existent. L'autorité de protection des données à caractère personnel, on en a même au Bénin installé et tout. Mais est-ce que véritablement, il faut d'abord connaître ces droits avant de les réclamer. Est-ce que les femmes savent sur quoi quand je sais pas, quand le droit est endommagé, est-ce qu'elles peuvent vraiment dire, voilà, à ce niveau-là, oui, voilà, je viens de me faire gauger, est-ce que je peux réclamer? Elles ne savent pas. Donc, tout part de là, en fait. Les textes de loi sont là. Chaque fois, la dernière fois, il y a même eu des relectures par rapport à cela. Mais cependant, on reste toujours dans l'attente de réaction. Il y a peu de plaintes. Pourtant, on sait qu'il y a beaucoup de violations, malheureusement. Donc, je voulais repréciser juste ça, en fait. C'est vrai. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des tests qui sont là, mais peut-être que les personnes concernées ne sont pas informées de l'existence de ces tests. Donc, quand ils subissent des violations, elles ne savent même pas qui il faut approcher. Sinon, en Côte d'Ivoire aussi, nous avons la direction de l'informatique et des traces technologiques qui traque un peu ce genre de criminels qui attentent à la vie des femmes en ligne. Effectivement. Donc, nous saluons. Effectivement. Oui. Vous avez en Côte d'Ivoire donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, donc est un outil à disposition de toute la population, mais qui sert à tout le monde, donc aux femmes en particulier qui sont victimes d'harcèlement en ligne et tout ça. Il faut véritablement que les femmes soient sensibilisées et informées. Informées non seulement sur leurs droits, parce que les tests de protection de la femme existent, au-delà de la protection de la femme de façon générale, mais il y a des textes aussi, le numérique met à disposition des outils pour aider justement à l'alerte précoce, à la dénonciation. Je pense qu'au ministère de la Femme, où j'ai été pendant une période comme conseiller en charge de l'inclusion numérique, vous avez toute une plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre, qui utilise des outils d'alerte précoce avec des numéros verts ouverts, avec des systèmes d'alerte par SMS et tout ça, parce qu'il faut savoir que les femmes connectées, la plupart sont en ville. Comme disait Madame Diop tout à l'heure, vous avez des femmes aussi à l'intérieur du pays, en zone rurale, qui subissent aussi des violences, qui ont besoin d'utiliser ces moyens aujourd'hui à disposition, que met la technologie à disposition pour pouvoir aussi signaler les éventuelles difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et donc, à ce niveau-là, vous avez les niveaux basiques comme les SMS, qui sont aussi des solutions SMS qui sont proposées. Vous avez des numéros verts qui sont ouverts. Donc, à travers les ministères de l'économie numérique qui collaborent avec tous les autres ministères, justement, que ce soit la justice, que ce soit la sécurité, que ce soit le ministère en charge de la femme. Donc, le numérique aujourd'hui, mais on a besoin d'aller plus loin. Dans ces systèmes-là, parce qu'en termes de dénonciation aussi, il y a les questions de peur qui sont gérées, dont il faut prendre en compte. Et donc, tout ça,
fait qu'il faut énormément de sensibilisation et énormément de formation à l'usage de ces outils-là, parce que généralement aussi, les femmes ne savent pas utiliser. Donc, pour cela, elles sont peut-être bloquées. Donc, il y a des plateformes qui ont été mises en place au cours d'une initiative proposée par la fondation Web avec Madame Nena, qui s'appelait Tech Moussio, où Femmes et TIC étaient partenaires. Nous avons eu des solutions proposées par des jeunes dames, justement, pour faciliter l'alerte précoce, pour faciliter la prise en charge des dames. Et il y a certaines des solutions-là qui ont été reprises par des organisations et qui sont en cours d'implémentation. Donc, voilà, le numérique sert aussi bien à améliorer la protection des femmes, mais aussi dans les textes aussi, vous avez comment je vais dire ça, des balises qui sont mises justement au niveau de la cybercriminalité pour que les femmes puissent véritablement être protégées dans cet écosystème-là, qui est très, très ouvert. Voilà, avec Internet surtout. Merci. Ouais. Alors, donc, si on comprend bien, il y a des tests. Mais le problème, c'est que les personnes concernées ne sont pas renseignées sur ces tests-là. Peut-être qu'il y a un véritable problème de communication à ce niveau. Donc, les utilisateurs, les femmes qui utilisent le numérique doivent être informées sur les tests qui existent, qui les protègent et qui font la promotion de comment se comporter en ligne. Ouais. D'accord. Nous allons passer maintenant aux facteurs qui pourraient, je sais que vous en avez déjà évoqué, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient freiner cette évolution numérique au féminin, en plus de ce que nous avons déjà évoqué? S'il y a d'autres idées. On a parlé de l'éducation, on a parlé du manque de communication. Oui, je voudrais rajouter, si vous permettez. Oui. Allô? Oui, je voudrais rajouter, si vous permettez, qu'il y a quand même un facteur, je l'ai notifié rapidement tout à l'heure, en fait, c'est le poids de nos sociétés, de nos cultures, en fait. Oui. De nos cultures, qui est très important. La dernière fois, j'ai remarqué, ça s'est passé en 2018, mais il y a seulement un mois, j'ai découvert cela. Et les femmes influenceuses dans un pays, je ne vais pas citer le nom, dans un pays en Afrique sont tuées simplement. C'est-à-dire quand une femme a des influences sur Internet, quand une femme porte sa voix sur Internet, elles sont simplement tuées. Et oh là là. Oui, je peux partager le lien de la vidéo, du documentaire avec vous. J'étais choquée. Une jeune fille de 19 ans a été tuée. Elle a été élue Miss de sa ville, je crois, et elle a créé sa communauté sur Internet qui s'agrandit chaque jour. Donc, on trouve qu'elle faisait de la propagande puisqu'elle montrait sa belle vie. Oui, il y a les deux facettes. Ça pouvait motiver, mais ça pouvait en même temps fâcher, mais la solution n'était pas de la tuer. Elle a été, le meilleur mot pour le dire, je suis en train de dire tuer, mais le meilleur mot pour le dire, c'est assassiner. Elle a été assassinée au volant de sa voiture dans une station. Il y a une vidéo de surveillance qui a filmé la scène, mais jusque-là, les responsables n'ont pas été pris. Et dans le documentaire, la personne disait qu'en fait, c'est comme si le gouvernement autorisait même ces genres de choses. Et quand on voit ces genres de choses-là, on a mal. En tout cas, en tant que femme, j'ai mal. J'ai mal parce qu'aujourd'hui, le numérique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui ne nous laisse même pas le temps de décider si on doit s'en servir ou pas. Il s'installe dans notre vie, il s'impose et tu n'as pas le choix. Donc, quand on s'en sert, c'est vrai, il faut canaliser les limites parce que le numérique aussi a ses revers, on est d'accord. Mais cependant, on ne peut pas tuer quelqu'un, on ne peut pas assassiner quelqu'un de sang-froid parce que, bon, elle s'expose trop sur Internet, elle vit complètement sur Internet. J'espère que la situation, la crise sanitaire qu'on a vécue au cours de cette année va faire prendre conscience aux gens qu'aujourd'hui, l'Internet, au-delà d'être un outil, est carrément rend le monde comme un village planétaire, en fait. On a l'impression de tous vivre là tout de suite, on est interconnectés, mais j'ai l'impression que vous êtes juste à côté de moi.
en face de moi et on est en train de discuter. C'est ça, c'est Internet. Et si ce genre de choses se passent sous des cieux, c'est parce que c'est la culture, en fait. Derrière, c'est quoi le problème? La femme n'a pas le droit encore de pouvoir s'exposer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire porter sa voix tel que ça se passe ailleurs. Encore que les quelques cieux où ça se passe encore, il reste à faire. Donc, dans ces pays-là où on assassine ces gens de femmes qui sont des influenceuses, qui essaient de porter leur voix à travers l'outil numérique, c'est parce que leur culture n'admet pas ça. La femme est toujours reléguée au second rang, en fait. Donc, il y a le poids social, il faut le reconnaître, qui influence dans cette révolution numérique qui n'arrive pas à atteindre le féminin. C'est malheureusement ça. En dehors de tout ce qu'on a dit, le manque d'accompagnement, d'éducation, parce que s'il y a une éducation, s'il y a des politiques qui sont mises en œuvre pour permettre aux gens de se rendre compte qu'aujourd'hui, une femme est tout comme un homme et doit se servir du numérique pour pouvoir vivre, pour pouvoir entreprendre, simplement vivre, je pense que les réalités vont changer. Moi, je le dis encore, la première solution, c'est la mentalité. Il faut revoir l'éducation. Il faut revoir véritablement l'éducation et l'accompagnement nécessaire suivra. Voilà un frein aussi qui ne facilite pas cette révolution-là au féminin. Merci. Merci, Raihanat. Ça, c'est tellement vrai qu'il y a un problème. On ne sait pas souvent là où la liberté d'expression s'arrête. Et aussi, il faut jauger liberté d'expression et la coutume. Donc, les femmes sont vraiment beaucoup exposées. C'est pourquoi il serait mieux de penser à des textes très forts qui pourraient améliorer cet aspect-là de la vie de la femme en ligne. Donc, nous allons passer à la... Oui? Moi, je voudrais dire que... Oui, c'est Christelle Assirou. Madame moi, Assirou, je voudrais dire que... Oui, moi, je voudrais dire que justement, à cause de tous ces facteurs liés, j'ai envie de dire, à notre africanité, notre culture, le poids social et tout ça là, c'est pour cela qu'il faut que chacun joue sa partition et en particulier que l'État ait un rôle fort. Si l'État estime qu'elle a besoin d'impliquer toutes les compétences de son territoire, elle a besoin de prendre en compte toutes les intelligences, hommes et femmes compris, alors l'État, avec toutes les autres composantes de la société, chacun doit jouer son rôle. On a un rôle pour l'État d'impulsion, un rôle d'encadrement. Vous avez le cas du Sénégal, qui est un cas qui doit faire école aujourd'hui. Donc, vous avez cette volonté politique très forte. Quand elle est manifestée, aussitôt, vous avez des textes de loi qui encadrent ce développement. Vous avez des initiatives qui sont prises et qui facilitent justement le développement de tout cela, que ce soit au niveau de la sensibilisation, de la promotion, des usages, de la formation, au niveau du développement de l'entrepreneuriat, au niveau des nominations même à des postes décisionnels qui impliquent davantage de femmes. Madame Diop disait tout à l'heure qu'elle sort d'une réunion où finalement il n'y avait que 2 hommes pour des sujets qui concernent le numérique. Et ça veut dire que il y a quelque chose qui a bougé, il y a des lignes qui ont bougé. Et pour que ces lignes bougent là, il faut que tout un ensemble se mette ensemble. Nous, société civile et entrepreneurs, on va faire notre part. Mais après, vous êtes confrontés à des réalités. Chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a le groupement des opérateurs des TIC, le GOTIC, mais qui est une organisation, moi j'ai toujours ce petit sourire aux lèvres, quand ils ont des initiatives, des rencontres, des événements. Vous allez voir toutes les personnes qui sont présentes, c'est des costumes cravates. Vous allez trouver très peu de jupes ou de pantalons féminins. Voilà, c'est une réalité. Mais pourquoi? Parce que ça fait si peur, parce que les femmes ne sont pas informées. Pourquoi? Donc, je pense que nous faisons notre part. Chacun doit y mettre du sien et il faut que l'État impulse. Et on me dit... Non, on s'en fout de l'État. Quelquefois, j'ai cette rhétorique-là qui revient souvent. On s'en fout de... Mais non, on ne peut pas s'en foutre de l'État. L'État a un rôle.
un rôle Oui. important. Si l'État, si la volonté Absolument. politique est vraiment Oui. intéressée et impliquée, vous allez voir que systématiquement, il y a des choses qui vont... Parce que les efforts que les anonymes, la société civile ou les entrepreneurs font, ce sont des tâches, mais ça ne peut pas faire un effet de boule de neige. Non, je suis désolée, ça ne pourra pas faire un effet de boule de neige si on n'a pas une implication de tous les acteurs, si les gens ne sont pas mis ensemble, s'il n'y a pas une synergie, s'il n'y a pas une symphonie, s'il n'y a pas un concert d'ensemble. Ça va être difficile. Cette révolution va être difficile. Ça va être difficile d'impacter de façon très forte le monde rural, qui est le monde le plus important. Les femmes agricultrices sont les femmes qui nourrissent, nous qui vivons en ville. Ce sont elles qui nous nourrissent. En Côte d'Ivoire, nous avons fait la preuve pendant la crise sociopolitique de 2010, où les routes étaient fermées. Mais qui sont ces femmes qui se sont battues pour ramener la nourriture dans les villes? Mais ce sont les femmes du secteur agricole qui se sont battues pour le faire. Mais ces femmes-là, aujourd'hui, si justement on arrive à leur rajouter la couche du numérique, l'utilisation comment ça s'appelle, du e-banking, la finance digitale, toutes ces choses-là qui leur permettent, avec le mobile money, justement d'avoir une certaine aisance dans la gestion de leurs petites affaires agricoles, mais vous allez voir que le visage du monde va changer. Mais aujourd'hui, si les grands ne s'y mettent pas, quand je parle des grands, je parle donc de l'État, je parle des multinationales, des opérateurs télécoms qui ont de grands moyens et qui peuvent soutenir justement cette révolution numérique-là. Mais on va s'efforcer en pauvres bénévoles sur le terrain, ça ne va pas faire la révolution dont on rêve en fait. On va mettre vraiment du temps et ça va prendre le temps que ça va prendre. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, Mme Bassirou. On ne va pas être pessimiste. On va toujours continuer. On va continuer la bataille parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. La femme a besoin de vous. La femme, vous qui êtes les dévancières, vous qui êtes des pionnières du numérique, vous faites déjà beaucoup sur le terrain. Alors, cette synergie dont vous parlez, est-ce qu'il ne serait pas mieux que... Est-ce que vous avez déjà pensé à vous mettre ensemble pour pouvoir sortir occidentale? Est-ce qu'il vous arrive de travailler ensemble dans cette optique-là? Alors, en Côte d'Ivoire, particulièrement, non, pas encore, pas vraiment. C'est-à-dire que ce sont des soutiens, c'est-à-dire que si une organisation a fait telle activité, on va le soutenir. En Côte d'Ivoire, quand même, il faut reconnaître que nous, notre organisation a eu beaucoup le soutien du régulateur, donc l'AETCI, qui a accompagné la promotion des TIC auprès des jeunes filles, la promotion des carrières dans le numérique à travers la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans les TIC pendant plusieurs années, que nous célébrons en Côte d'Ivoire depuis 2012. Vous avez entre organisations féminines, pas véritablement malheureusement, mais nous avons ouvert le champ des discussions. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas tarder. On va trouver le moyen ensemble, en tout cas, de faire des actions communes qui vont nous permettre d'avoir un impact plus grand. Oui. Cependant, nous, en Côte d'Ivoire, à travers notre organisation Femmes et TIC, nous avons lancé, nous avons mis en place un réseau qui s'appelle Femmes Numériques et Développement, qui est un réseau qui aujourd'hui comporte une douzaine de pays en Afrique, enfin, dans l'espace francophone, pas seulement africain, parce que l'Haïti en fait partie. Et donc, ce réseau-là a impulsé la création d'associations sœurs dans les autres pays, donc qui sont dédiées à l'appropriation des technologies par les femmes et développement de contenu, développement de projets d'intérêt communautaire. On va dire, vous avez le cas par exemple de Fatima Aller au Niger qui a développé la cartographie numérique. Vous avez tout à l'heure la cité Safia au niveau du Tchad qui s'investit dans l'agriculture. Vous avez le Burkina, le Bénin, etc. Donc tous ces pays-là, nous avons impliqués dans le réseau Femmes Numériques et Développement où nous essayons de créer une synergie d'action, c'est-à-dire un réseau de partage d'expériences et de duplication de nos activités. Voilà, pour permettre justement que l'impact dans l'espace francophone, parce qu'il faut dire que la langue qu'on a en partage est une richesse, il faut en profiter pour faire des actions pour développer notre espace. Et donc, dans l'espace francophone, avec le soutien aussi de l'OIF, pendant plusieurs années, nous avons pu implémenter pas mal de choses. Notamment, on a une collaboration avec le Bénin en particulier, en ce qui concerne justement dans le cadre
pour rejoindre un peu notre cadre qui est le Forum de la gouvernance de l'Internet, nous avons une activité qui s'appelle Women DNS Academy, donc qui est un espace de formation des femmes aux technologies du DNS, donc aux technologies de l'Internet même. Donc, comment configurer, administrer l'Internet et tout ça. Donc, nous avons certains espaces techniques, mais justement pour permettre aux femmes justement de s'impliquer. Et à l'intérieur de ça aussi, nous avons joint l'entrepreneuriat du DNS et le marketing du DNS. Voilà ce que je peux dire en tout cas en termes de synergie, en termes de collaboration qui ont été faits. L'État ici nous a beaucoup soutenus aussi dans les années passées, donc avec le ministère de la Femme et le ministère de l'Économie numérique. Merci. D'accord. Merci, Madame Assirou. Alors, si il y a quelqu'un dans le public qui voudrait réagir, si vous permettez, Monsieur Olivier Kwame, est-ce qu'il est connecté? Oui, bonjour, madame. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Olivier Kwame, vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vais porter mon casque. Faiblement. Allez-y. Oui. Bonjour, Allô, monsieur. Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Bonjour. Bonjour, madame. Merci. Oui, merci de vouloir participer à ce débat. Oui, depuis le Sénégal. Merci beaucoup pour votre intérêt. Alors, votre intervention, j'ai vu dans le chat que vous proposez. Oui. Vous avez réagi par rapport aux initiatives qui sont entreprises et des moyens éventuels de les financer. Oui. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Féliciter déjà les... Allô? Allô? Vous pouvez couper la vidéo, comme ça va. Oui, allez-y. Très bien. Bon, déjà, je voulais faire un forum qui parle de l'Internet. Hein. Aujourd'hui, nous savons tous que l'Internet est sans frontières. Internet aussi devrait l'être. Donc, je suis très content d'être au Sénégal et les féliciter. Alors, Déjà les modérateurs, et particulièrement ce panel du 21e siècle, parce que nous pensons que le 21e siècle, c'est et la révolution. Allô, Monsieur Kwame, on ne vous entend pas bien. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. Je parle trop vite. Alors, on va continuer pendant que... Ok, Monsieur Kwame, on a du mal à vous entendre. Nous allons continuer, nous allons poursuivre le débat ici. Alors, mesdames, merci pour vos différentes interventions. Nous allons penser maintenant à quelques recommandations qui pourraient rendre effective cette révolution numérique au féminin sous nos yeux. Allô, Madame Bouba? Oui. Oui, allô? Oui, c'est Eva. Oui, Eva? Oui, il y a des questions. D'accord. Il y a M. Larva Nadiva qui a levé la main. Il souhaiterait poser une question. Il y a des questions également dans le chat. OK. Merci. D'accord. On y va. Le secrétariat va s'occuper de ça. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. C'est Larva Nadiva. Depuis l'Allemagne, je me connecte à votre forum. Je salue cette initiative et en même temps, je salue toutes les combattantes du numérique, notamment Christelle, Reinhardt et tout le reste.
Et ce que je voudrais peut-être apporter comme contribution, c'est juste une contribution. Oui. C'est surtout vraiment de discuter avec les autorités politiques pour voir dans quel cadre il est possible de, comment dirais-je, de démocratiser un peu le fonds de service universel. Vous savez, Christelle disait avant qu'on a besoin de l'appui des grands, entre autres les acteurs des télécommunications, les opérateurs. Mais il faut dire que les opérateurs contribuent déjà à une certaine, à un fonds, le fonds de service universel, qui a pour mission essentielle, effectivement, de promouvoir la révolution numérique ou du moins l'éclosion du numérique à tous les secteurs. Et je pense que compte tenu du poids du point de vue socio-économique et du point de vue socio-économique et son rôle d'éducatrice de la femme, il est important de discuter avec les autorités, notamment au niveau des organes de régulation, mais aussi avec les autorités gouvernementales, pour voir à quelle mesure il est possible d'affecter un pourcentage assez élevé ou important aux femmes pour les permettre d'avoir plus accès au numérique, compte tenu du fait que qu'ils le veuillent ou pas, elles vont subir cette révolution numérique. Vous savez, ce que nous avons vu dans notre parcours professionnel, ce que nous voyons, c'est que nous voyons que les autorités étatiques prennent le fonds de service universel et repartissent à tout le monde, notamment le sport, ainsi de suite. Et ils affectent des budgets à ces gens, aux différents secteurs de la société. Ce n'est pas mauvais, mais le fonds de service universel a pour mission première vraiment d'accompagner le secteur du numérique. Et là, on ne peut pas ignorer le rôle que jouent les femmes dans le développement, dans l'éclosion de l'économie numérique. C'est cet élément que je voulais apporter et vraiment tirer mon chapeau à toutes les actrices qui font qu'il y a moins de peur par rapport au numérique. Il y a moins de peur par rapport à disons, plus de courage au niveau des femmes qui touchent. On a des juristes, on a tout le monde qui ne sont pas forcément des informaticiennes ou des spécialistes, mais qui ont endossé cette mission de sensibiliser. Et là, vraiment, je tire le chapeau à tout le monde. Merci. Okay. Alors, merci, M. Lava, pour votre contribution. Merci à toutes ces dames qui ont voulu partager avec nous. Si nous avons d'autres questions, Eva? Non, madame. Non, madame. Oui, OK. D'accord. Nous allons passer aux recommandations qui pourraient rendre effective cette révolution numérique au féminin là, sous nos cieux. Vous avez fait certaines recommandations déjà. Si on peut, s'il y a d'autres que vous n'avez pas faites, que vous voulez ajouter. Moi, je veux compléter quelque chose. D'accord. Madame Assirou? Oui, moi, je veux simplement dire qu'il faut réfléchir de façon sectorielle. Il faut adresser la chose de façon sectorielle, de façon segmentée, et puis proposer des solutions pour chaque profil de femme, en fait. Et puis, d'abord, se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Vers où on veut aller? Une fois que ces objectifs soient fixés, que ce soit au niveau privé, quand j'ai privé, c'est-à-dire au sein d'une organisation, société civile, par exemple, ou que ce soit dans une action concertée, dans une sorte de synergie, il faut se fixer des objectifs. En fonction de ces objectifs-là, il faut faire un état des lieux quand même. Parce que moi, par exemple, en tant que président de Femmes Été ici en Côte d'Ivoire, je suis très souvent sollicitée. Je reçois beaucoup d'appels, quelquefois, pour que je puisse fournir des chiffres.
On me demande, est-ce que Femmes Éthiques n'a pas les données sur telle situation de femmes dans le numérique, que ce soit dans tel secteur, dans le e-commerce, dans l'agriculture? Nous sommes souvent sollicités en tant qu'organisation engagée pour donner des chiffres, mais ces chiffres, on ne les a pas. On a un projet, mais on n'a pas trouvé de support. On a des données, mais qui sont des données que nous avons faites dans des enquêtes en ligne, mais qui ne sont pas de vraies études statistiques, en fait. Voilà, donc ce sont des approximations qui donnent une certaine vue, mais qui ne sont pas de vraies études statistiques. Donc je pense qu'il faut commencer par faire un état des lieux. Il faut prendre le sujet vraiment, faire un état des lieux, se fixer des objectifs pour voilà où on est, voilà ce qu'on va atteindre. Et en fonction de ça, pour chaque secteur, pour chaque profil de femme, prendre des actions claires et les mener tout simplement jusqu'à obtenir les résultats souhaités. Voilà, je pense que si cette démarche elle est faite, en tout cas de façon concertée, comme l'a proposé tout à l'heure M. Larba, avec les organisations de services universels de nos différents pays, on peut aboutir vraiment au bout de 2 ans, 3 ans à quelque chose de fort. Nous, je pense qu'avec 10 ans d'exercice sur le terrain, plus de 10 ans, on a eu un certain impact. Mais c'est-à-dire que, comme je dis, là, la durée courte et la durée longue, c'est à nous de voir combien de temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement la donne féminine soit prise en compte dans la révolution numérique. Je vous remercie. Ouais. Merci beaucoup, Mme Assirou. Alors, je voudrais revenir à monsieur... Oui. Sur les recommandations, donc je voudrais... Je peux? Oui, Mme Diop. Oui, donc, allez-y, Mme Diop. Oui, allez-y, Mme Diop. Voilà, donc je voudrais sur les recommandations, peut-être revenir sur un point qui est l'approche. Assirou a proposé une approche sectorielle. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, ce qu'on a appris, c'est que l'approche sectorielle ne marche pas bien. Au contraire, il faut une approche systémique, il faut une approche multisectorielle. Parce que le numérique est transversal. Si on fait l'approche sectorielle, on risque de dupliquer les programmes, on risque de disperser les ressources. Alors que si on prend une approche multisectorielle, là, on peut mutualiser les ressources. Et je voudrais aussi rebondir sur le monsieur qui a parlé tout à l'heure du Fonds de service universel. Oui. Nos pays sont dotés d'autres fonds pour l'appui à l'entrepreneuriat, etc. Pour que ça marche, pour que les femmes soient encouragées à y aller, il faut une ligne spécifique dédiée aux femmes dans tous ces fonds-là. Au Sénégal, on l'a fait avec, je disais tout à l'heure, la délégation à l'entrepreneuriat rapide et dédiée aux jeunes et aux femmes. Il y a une ligne de crédit dédiée aux femmes. On organise des hackathons rien que pour les femmes. On organise beaucoup de choses dédiées aux femmes. Et ça permet, en ayant cette approche multisectorielle-là, d'ouvrir le monde de l'innovation, le monde du numérique aux femmes. Mais pour que cette révolution soit réelle et un vrai impact, il faut qu'on soit une masse. Il faut massifier, il faut avoir de nombre, il faut qu'on puisse nous compter en nombre. C'est comme l'Internet en général. Quand on est petit, on ne compte pas, comme l'Afrique dans le monde d'Internet. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit dans les milieux décisionnels. Et pour ça, il n'y a pas de solution miracle. Il faut éduquer. Il faut donner la formation. Il faut donner les outils. Et il faut qu'on insulte sur l'éducation des filles et des jeunes filles dans les écoles, qu'on puisse préparer cette génération-là de nos enfants qui aujourd'hui, c'est des générations du numérique, quoi qu'on dise, mais qu'on les outille pour qu'elles puissent continuer à utiliser le numérique, mais à l'utiliser à bon escient. Il y a beaucoup de dérives, même de la part des femmes, et c'est ça qui est un peu difficile parfois à défendre, mais il y a aussi beaucoup de très bonnes choses que les femmes font avec très peu de moyens. Donc, il faut qu'on renforce les moyens des femmes, il faut qu'on les outille, il faut qu'on ait une ligne. Par exemple, nous, sur notre stratégie SN 2025, il y a, comme le numérique est transversal, on a mis le genre, l'appui à l'entrepreneuriat numérique féminin comme, on va dire, une ligne transversale dans la stratégie. C'est une ligne transversale à toutes les actions. C'est-à-dire, dans chaque action, il faut qu'on prenne en compte l'aspect genre. Et avoir cette politique volontariste
de dire il faut qu'on appuie les femmes. Il faut que les femmes soient au cœur de cette révolution. Ça va donner des résultats. Mais tant qu'on aura des petits appuis sectoriels à gauche, à droite, ça ne marchera pas. Et pour revenir sur ce que Christelle disait tout à l'heure sur les données. Aujourd'hui, on a très peu de statistiques des agrégés genre. Au niveau du Sénégal, on travaille avec l'ANSD, l'Agence nationale des statistiques, pour le faire. J'ai eu personnellement à faire un scorecard, le tableau de bord du Sénégal en 2016, tableau de bord du Sénégal sur l'éthique avec W3C, mais on avait énormément de difficultés à avoir des données. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place un observatoire du numérique. Et ce qu'on demande dans les enquêtes, c'est que toutes les données soient désagrégées genre. Quand on dit il y a toutes les 20 ménages qui ont le téléphone, OK, dans ces 20 ménages qui ont le téléphone, combien de femmes ont le téléphone? Dans les enfants qui sont à l'école, les 3 500 000 enfants qui n'ont pas accès à Internet, parce qu'ils ne peuvent pas aller faire l'éducation à la maison, combien il y a de jeunes filles qui n'ont pas la connexion? Il faut qu'on ait ces données pour qu'on puisse agir. Sans données, on ne peut pas agir, on va faire à l'aveuglette et après on aura des résultats mitigés. Si on a les données de base au départ, on va mettre en place des stratégies et à la fin, on pourra mesurer. Et je vais insister sur cette mesure. Il faut qu'on puisse mesurer nos actions. On fait beaucoup de choses et à la fin, on ne mesure pas ce qu'on fait. Il faut qu'on puisse mesurer nos actions, nos impacts en tant que femmes pour que ça marche. Merci beaucoup et encore une fois, c'est un panel très intéressant. Merci, Madame Diop. Merci, Madame Diop. Alors, est-ce que Madame Badamassi voudrait? Oui, je suis là. Oui, juste revenir sur un petit point. Tout à l'heure, quand je parlais d'approche sectorielle, ce n'est pas... Cette approche sectorielle, en fait, elle concerne la cible, elle ne concerne pas la source, elle ne concerne pas la synergie, l'action de départ qui va créer l'impact. Non, elle concerne la source parce que mon approche pour impliquer ou pour créer la révolution numérique chez les femmes agricultrices va être différente de mon approche pour créer la révolution numérique chez les jeunes filles étudiantes citadines. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de sectoriel. Effectivement, il y a des thématiques qui sont transverses parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on toucherait aussi bien l'entrepreneuriat du monde agricole que l'entrepreneuriat des femmes qui sont en milieu citadin. Mais quand je parle d'appropriation, je ne peux pas former les femmes, des jeunes filles qui sont étudiantes dans les universités, qui ont déjà un background et qui ont une capacité d'apprentissage de ces technologies-là pour en être des actrices. Je ne peux pas former de la même façon les femmes qui sont au village et qui ont juste la daba et la machette pour remuer la terre et sortir le fruit de la terre. Donc, c'est pour cela que je parlais d'approche sectorielle. Même la sensibilisation est différente. L'approche de sensibilisation est différente. Donc, la question sectorielle, justement, s'adresse à la cible et non à la conception des projets de base pour toucher. Effectivement, multisectoriel, multipartite, on implique tout le monde et on permet de toucher le maximum de personnes en fonction de son profil. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup, Madame Assiro, pour cette clarification. Est-ce que Raïhanef voudrait ajouter quelque chose? Oui, je voudrais, mais les précédentes aides ont déjà dit l'essentiel. Je voudrais juste appuyer sur 2 points forts qui est très important et malgré tout ce qu'on dit, M. Laba est revenu dessus tout à l'heure dans son intervention. C'est très important. Les mesures aujourd'hui, c'est l'accompagnement et tout part de la politique. Il ne faut pas qu'on oublie. Tout part des mesures qui sont mises en place et donc chaque gouvernement doit penser aujourd'hui. Ça a été dit, le numérique aujourd'hui est transversal et donc si on voudrait que la révolution numérique au féminin soit réelle, elle doit devenir également transversale, tel que Mme Diop l'a dit. Elle doit être présente dans tout ce qu'on pense et dans la façon dont on veut monter les choses. Ça devient une méthode d'accompagnement. À la limite, je voudrais mettre un griffe forcé, mais ça oblige à faire. Si les politiques sont prévues à la base comme ça, dans l'application, dans l'action, ça se fera. Et donc, nous revenons à la première façon de pouvoir réaliser cela, c'est l'éducation. Mais n'oublions pas la mise à disposition des outils. C'est très important. On voudrait que les femmes
au niveau rural, plus s'impliquer dans le numérique. Mais est-ce qu'elles ont l'accès? Est-ce que l'Internet est résilient? Est-ce que l'Internet est disponible? Est-ce que l'Internet, elles ont accès à tout ça dans ce milieu rural-là? Non, c'est justement ça. La question est aussi là. Donc, la mise à disposition des outils et l'éducation qui va avec, adaptée à chaque personne selon son secteur. Je l'ai dit, le numérique n'est pas que technique. Il faut le dire, il faut le répéter pour que les gens le comprennent. Et troisième chose, il faut finir par l'évaluation. Vous avez posé la question tout à l'heure et je n'avais pas répondu à ça. Est-ce qu'il y a des regroupements de femmes, de gens? Oui, il y a quelques associations de femmes éthiques, mais au-delà, pas vraiment grande chose. Au Bénin, par exemple, il faut reconnaître, pas vraiment grande chose. On forme, par exemple, au niveau du Women DNS Academy, mais est-ce qu'on évalue ensuite si cette formation-là a été mise en pratique sur le terrain? Est-ce que ces femmes-là ont essayé de répercuter dans leur environnement sur d'autres femmes, sur d'autres générations, ce qu'elles ont reçu comme outil? Ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a l'évaluation derrière qui n'est pas suivie. On va faire les projets communautaires. On va au niveau des milieux ruraux. On installe les réseaux communautaires, mais par la suite, on abandonne. On ne sait pas si ça a pris, si la communauté s'en est servie, si ces femmes-là, ces outils-là mis à leur disposition, elles ont été capables d'adapter ça à leur vie, parce que c'est aussi ça. Ça a été dit tout à l'heure, elles utilisent le daba et la machette et vous voulez leur installer l'Internet sans leur dire à quoi elles vont s'en servir. Elles vont acheter les câbles et aller au champ avec. Donc, c'est aussi ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Badamassi. Merci à toutes ces dames pour vos interventions. Donc, nous retenons que le numérique au féminin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été fait, il y a des avancées, mais beaucoup reste toujours à faire et cela va passer par l'éducation, cela va passer par un mentoring, cela va passer par l'éducation, la manière dont nous voyons l'éducation en tant que mère de famille déjà, c'est-à-dire, Madame Diop l'a dit, éduquer les enfants de la même manière parce qu'ils ont les mêmes intelligences. Qu'on soit une fille ou un garçon, on est confronté aux mêmes problèmes dans la vie réelle, surtout sur le plan numérique. Donc, merci, mesdames, pour vos apports qui nous ont vraiment édifiés. Et toutes ces recommandations seront enregistrées et nous allons les envoyer en haut lieu pour que quelque chose soit fait sur ce plan. Alors, les femmes ne doivent pas demeurer en reste. Et vous toutes, vous êtes convenues sur le fait qu'il ne suffit pas de mener des actions, mais il faut évaluer ces actions-là, c'est-à-dire avoir des données sûres qui nous permettent de quantifier, de mesurer l'impact que nous avons sur les personnes que nous cherchons à impacter. Alors, merci, mesdames. Nous allons remettre l'antenne à la... Je vous remercie vraiment pour votre rapport. Vous avez... Merci beaucoup. Un panel très intéressant. Oui, c'était vraiment intéressant. Merci. Merci à tout le monde. Merci à mes sœurs panélistes. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Merci, Madame Diop. Madame Badamassi, merci à vous également. Merci beaucoup, merci à vous. D'avoir fait de ce... Voilà, merci à vous toutes d'avoir fait du panel une réussite. Voilà. Eva, nous allons remettre l'antenne à Eva pour la suite. Eva? Alors, merci beaucoup. Je laisse la parole à Madame Goué qui va nous présenter le programme de demain. Demain, à partir de 9h, nous aurons encore des panels et des présentations. Madame Goué, vous avez l'antenne. D'accord, je savais pas. Bonjour, encore bonjour et merci à vous toutes. Merci pour ce beau panel, cette belle contribution féminine. Nous avons été richement enseignés. Je voudrais vraiment dire merci à tous nos panélistes pour ces deux panels-là qui ont été vraiment enlevés.
Pour aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, je crois que les travaux ont pris fin sur ce panel-là. Je sors mon agenda. Nous aurons pour... voilà, j'ai mon agenda. Donc, les travaux pour la journée d'aujourd'hui, jeudi 22 octobre, viennent ainsi de s'achever. Ce panel clôture la journée d'aujourd'hui. Nous avons réfléchi sur la contribution des acteurs pour une inclusion numérique véritable en Côte d'Ivoire. Et dans cette contribution des acteurs-là, nous avons mis l'accent sur le rôle que peuvent jouer les femmes qui sont généralement identifiées comme des valeurs sûres de nos sociétés africaines. Et donc, nous avons vu avec nos différentes panélistes le rôle majeur que ces femmes-là peuvent jouer. Et nous avons bien compris avec les différentes interventions que si ces femmes sont vraiment bien introduites, bien formées à l'usage du numérique, il va de soi que l'économie numérique en Afrique et spécifiquement en Côte d'Ivoire sera